Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec Annick Leguerre, que je pense vous connaissez tous. Oui, je l'ai, Annick. Et très tôt, Annick Leguerre a été sensible aux odeurs et aux parfums. Et elle a senti de nombreux chez ses parents. Quand elle a dû choisir une thèse originale, c'est évidemment ce thème de l'olfaction, des odeurs et du parfum qu'elle a choisi. En effet, dans les années 80, où l'odorat était encore considéré comme sens animal, donc inférieur, ce domaine d'études était déconseillé. Devenue docteur de l'université dans le 1988, elle n'a cessé depuis cette date dans ses nombreux ouvrages, avec l'écriture, elle a étudié, elle a écrit, elle a communiqué, de réhabiliter ce sens méprisé et de lui redonner une valeur supérieure, en montrant qu'il n'avait pas qu'une fonction esthétique. Anthropologue, philosophe, historienne et encore spécialiste de l'odorat, des odeurs du parfum, elle a publié notamment chez Odile Jacob Les pouvoirs de l'odeur et les parfums de géologie dans nos jours. Elle est aussi commissaire scientifique de plusieurs expositions sur le parfum. Bon après-midi, Annick. Je suis ravie d'être ici avec vous et de parler des choses qui nous aimons beaucoup. Mais avant de parler de votre sujet, ça va, ça marche? Vous m'entendez dans le fond? Oui. Mais avant de parler de votre sujet, je serais curieuse, tout comme notre public, je pense, de savoir quelle relation vous entretenez avec les odeurs et premièrement, quel est votre tout premier souvenir olfactif? Mon tout premier souvenir olfactif, c'est une odeur de noix qui était dans le jardin de mes parents. Enfin, ils avaient une maison aussi à la campagne. Et quand on allait en week-end, que c'était l'automne, les coquilles de noix tombaient, se cassaient et il y avait des grandes odeurs, de très belles odeurs de noix. Et comme il y avait dans le bas du jardin un fleuve qui passait, c'était le mélange des odeurs de coquilles de noix et d'eau. Et ça faisait une odeur tout à fait particulière. J'ai toujours en mémoire cette odeur de noix et d'eau. C'est un souvenir joli. Est-ce que vous avez rencontré encore cette odeur-là? Non, parce que ce mélange noix-eau, ça ne se rencontre pas partout quand même. Oui. J'ai lu dans une interview que vous avez faite que votre beau-frère travaillait avec Christian Dior et que pour cette raison, vous aviez été sensibilisé par ce contexte. Que vous rappelez-vous de ces années-là? Je veux dire, quel genre de perception aviez-vous de la façon dont les maisons comme Dior créaient le parfum? Et quelles étaient les valeurs qui inspiraient la création et le lancement d'un parfum? Votre question est très, très intéressante parce qu'en effet, mon second père travaillait avec Christian Dior et s'occupait des parfums chez Christian Dior. Et donc, il rapportait à la maison les parfums qui étaient lancés, du Essence, du Rama, du Rissimo. Et donc, adolescente, je sentais toutes ces odeurs. Et à cette époque, Christian Dior avait comme idée que ces parfums devaient être dans le prolongement de sa couture. Il devait être en osmose avec ses coutures. Et Christian Dior disait, quand on débouche un flacon de mes parfums, il faut que l'on voit surgir mes robes. Et vous vous rappelez sans doute que Christian Dior voulait faire des études d'architecture. Et ses robes étaient travaillées comme des bâtiments. Il y avait plusieurs couches. Sous la robe proprement dite, il y avait des tas de constructions. J'en ai vu au musée de la mode, le musée Galliena. Et les parfums qu'aimait Christian Dior étaient exactement faits sur le même principe.
des parfums très, très architecturés qu'on appelle les chypres. Et ces fameux chypres ont été créés au départ par un grand parfumeur qui s'appelait Coty, qui a créé un chypre en 1917. Et ce chypre a donné naissance à une famille de parfums. Aujourd'hui, les vrais chypres, vous n'en pouvez plus en trouver parce que dans le chypre, il y avait beaucoup de mousse de chêne. Et l'IFRA interdit qu'on utilise beaucoup de mousse de chêne. On peut en mettre qu'1%. Donc les parfums chyprés que l'on trouve sont des faux chypres. Mais dans mon enfance, justement, dans mon adolescence, à la maison, je sentais tous ces chypres qui étaient très caractérisés, très architecturés, et ça m'a laissé un grand souvenir de parfums très construits, à l'inverse des transparents, vous voyez. Oui. Des parfums très, très construits. Nous connaissons l'importance des odeurs dans nos vies et nous connaissons tous, par exemple, les Madeleines de Proust, Annick. À vrai dire, dans la première partie de son chef-d'œuvre, du côté de chez Swann, il y a beaucoup de références à l'odorat et aux odeurs, et ce n'est pas un hasard. Ce premier volume parle de l'enfance de Marcel Proust. Il est bien connu que les odeurs à cette période de la vie sont très importantes parce qu'ils sont une sorte d'imprinting de préférence olfactive. Et vous avez parlé de vos souvenirs, de votre premier souvenir. Vous avez parlé très bien des parfums cypres. Alors, je pense que vous avez une bonne mémoire parce que vous avez fait cette expérience quand vous êtes un enfant, c'est oui. vrai? D'accord. Alors, pour en venir à notre sujet, nous sommes curieux de savoir quelles odeurs vous ont accompagné tout au long de votre vie ou dans des périodes particulières de votre vie. Eh bien, justement, ces parfums chyprés m'ont longtemps accompagnée parce que je les ai sentis très tôt. J'ai été attachée olfactivement. Et par la suite, évidemment, j'ai découvert d'autres choses. Et comme je vous le disais aussi, on ne trouve plus de vrais chypres aujourd'hui. Oui. Donc, j'ai un peu abandonné cette famille de parfums. Mais si je me souviens bien, vous m'avez dit, pardon aussi, et que vous avez à la mémoire le souvenir de votre grand-père. Oui, j'ai le souvenir évidemment de mon grand-père qui était breton et qui nous faisait, quand on était en vacances chez lui, tous les vendredis, des crêpes dans sa cheminée et on buvait du lait caillé. Donc j'ai toujours quand même en mémoire les odeurs de blé noir, de lait caillé, de feu de bois. Ça, c'est des odeurs, le sarrasin, c'est des odeurs aussi que je n'ai pas oubliées. Ce n'est pas possible de les oublier. Impossible. Ce n'est pas possible. Vous avez écrit que, selon vous, l'odorat sera le sens de notre siècle. Et j'aimerais beaucoup que vous nous expliquiez cela. Mais avant, je voudrais faire quelques observations. Alors, je suis, en tant que psychologue et thérapeute, je suis vraiment d'accord avec vous, surtout pour l'aspect scientifique. Dans un futur proche, par exemple, nous le savons que nous serons capables de diagnostiquer les maladies dégénératives au premier stade grâce à des tests olfactifs. Nous pourrons nous servir de la grande sensibilité des animaux, des chiens en particulier, pour détecter, par exemple, juste pour citer un exemple, les néoplasies. Les chiens ont un odorat stupéfiant et pensez à un terrain de foot. Et bien, l'épithélium olfactif des chiens, s'il serait déployé, il aurait la même dimension. Il s'agit là de recherches olfactives. On doit dire aussi que maintenant, il y a beaucoup de monde, de personnes qui utilisent les médias sociaux d'une façon significative pour faire beaucoup de choses. Par exemple, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour trouver un ou
une partenaire, bref, pour avoir, on peut dire, pour avoir des expériences émotionnelles. Alors, bientôt, grâce à la technologie, et ça c'est stupéfiant, mais on pourra avoir une relation sexuelle longue distance grâce à des capteurs capables de procurer des sensations tactiles, vraiment plus ou moins comme lors d'une vraie relation charnelle. Et alors, malheureusement, dans ce cas-là, l'odorat ne fait pas partie des options. Et ça, c'est la part scientifique. On doit dire aussi que maintenant, les gens choisissent un parfum plutôt qu'un autre, et ça semble être lié au désir d'avoir une identité, d'incarner une image, l'image à laquelle ils s'inspirent. C'est vrai aussi que les gens choisissent souvent les parfums les plus forts. C'est une façon, il s'agit là de mon opinion personnelle, c'est une situation paradoxalement que peut-être Grenouille, qui est le personnage de le merveilleux roman Le Parfum, est amené à affronter, c'est-à-dire j'ai besoin d'un parfum pour exister et pour séduire le monde. Alors, quelle est votre opinion? Et surtout, que pouvons-nous faire pour changer un petit peu la façon dans laquelle les gens pensent et puis va acheter, va choisir un parfum, dans le marché de niche aussi? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je commence par le début. Oui, oui, j'ai écrit que l'odorat était le sens du futur, parce qu'après avoir été méprisé pendant des siècles par les scientifiques, les philosophes, même par Freud, parce que pour Freud, la civilisation ne pouvait se développer qu'au prix de l'effacement de l'odorat. Freud, comme les philosophes dans leur grande majorité, considérait que l'odorat était un sens trop lié à l'animalité, à la sexualité, sans langage, et donc que c'était un sens qu'il n'était pas utile de développer véritablement, comme l'ont dit certains philosophes comme Kant par exemple. Et aujourd'hui, l'odorat, après toute cette période de purgatoire, revient en force dans nos sociétés. Il y a énormément d'expositions, de colloques, de thèses sur l'odorat. Donc il y a une revanche de l'odorat et on fait appel aux odeurs et aux parfums de plus en plus dans nos sociétés. Vous avez parlé de la détection des maladies. oui. En effet, on se sert des chiens pour détecter, de l'odorat du chien pour détecter certains cancers, cancer du poumon. Les policiers se servent de l'odorat du chien pour pister les criminels, c'est l'odorologie. Enfin, il y a un retour formidable de l'intérêt pour l'odorat et des odeurs. Alors, vous me disiez, qu'est-ce qui peut intéresser les niches dans ce retour de l'olfaction? Eh bien, les niches qui sont toujours à la recherche de nouveautés et de choses originales, il y a ce retour justement de cette fonction très importante du parfum. Le parfum n'est pas fait simplement pour permettre à la personne de s'affirmer et de séduire, mais le parfum est fait aussi pour apporter du bien-être, pour protéger, voire même soigner. Et cette tendance de parfum qui apporte du bien-être, elle commence à être très forte à notre époque. Et il y a des parfumeurs de haute parfumerie, je vous ferai sentir tout à l'heure certains parfums, qui élaborent à partir de matières premières naturelles, voire bio, des parfums qui procurent du bien-être. Autre question qui était dans la question aussi, vous m'avez demandé, oui, on peut communiquer à distance
grâce à des capteurs de façon tactile. Oui. Mais aujourd'hui, grâce au Headspace, on peut envoyer son odeur propre, l'odeur de sa peau, de ses cheveux. On peut envoyer cette odeur-là à quelqu'un qui vous apprécie, mais à qui votre odeur manque. C'est possible, ça. Et on peut voir ces images de Headspace. Oui. On peut les voir. On peut. Voilà. En avant. Voilà. Vous connaissez tous. Oh là là. C'est la dernière, ça. Vous connaissez tous le Headspace. Le Headspace est un petit appareil qui permet de saisir. Voilà. Pardon. Voilà. Il y a des problèmes peut-être. La première, juste. Voilà. C'est très vite. C'est très difficile. Ça va trop vite. Voyez. C'est ça. Voilà. Ce sont deux coupelles qui saisissent l'odeur de la peau, l'odeur des cheveux, l'odeur d'une plante sans la couper. Cet appareil est relié à un ordinateur qui analyse l'odeur et ensuite le parfumeur, le nez, est capable de la reconstituer à partir de l'analyse qui en a été faite. Donc on peut communiquer olfactivement à distance grâce à cet appareil, parce que vous pouvez toujours demander votre fiancé est loin et son odeur vous manque. Il peut aller voir un parfumeur, demander à ce parfumeur de prélever l'odeur de sa peau, de ses cheveux avec ce Headspace. Le parfumeur analyse ces odeurs, les reconstitue chimiquement, en fait une odeur qu'il met dans un flacon et votre fiancé vous l'envoie. Et donc vous êtes toujours relié olfactivement à votre fiancé par cette odeur. C'est tout à fait nouveau. Et il y a des parfumeurs qui commencent à faire ça. J'ai entendu ça cet hiver. Il y a des parfumeurs qui commencent à répondre à cette demande de captation de l'odeur personnelle en vue justement de garder le lien olfactif entre deux personnes qui s'aiment. Parce que si votre mari s'en va loin, dans un pays lointain, il est privé de votre odeur. Oui. Vous êtes d'accord? Je suis vraiment d'accord, surtout parce que l'odeur, c'est une chose vraiment... très émotionnelle. Émotionnelle, voilà. Très émotionnelle. Oui. Et évidemment, quand on tombe sur le pull porté par un être qu'on aime, on sort ça de l'armoire et qu'on sent le pull, l'odeur revient, est très vivante. Oui. Mais si vous avez dans une petite bouteille l'odeur de la peau, l'odeur des cheveux, vous pouvez l'avoir en permanence avec vous au bout du monde. Ça, c'est nouveau. Et c'est grâce à ce petit appareil qu'on appelle le Headspace. C'est une autre image? Voilà. D'accord. Alors. Et comme vous le savez, la communication par les odeurs est essentielle dans l'amour, parce que si vous n'aimez pas l'odeur de la personne avec qui vous vivez, vous ne pouvez pas vivre avec elle. C'est difficile. C'est très difficile. C'est plus dur, comme on dit. C'est très difficile. Tout au long de votre carrière, vous avez rencontré beaucoup de personnalités du monde des fragrances. Alors, quelles ont été les personnes les plus fascinantes, intéressantes, stimulantes que vous ayez rencontrées? Je pense à un chef d'entreprise. La première personne qui m'a véritablement marquée quand j'ai commencé les études sur l'odorat et le parfum, c'est un grand parfumeur qui est décédé dans les années 96 et que vous connaissez sûrement parce que c'est l'auteur de L'eau sauvage. Et il a fait beaucoup de parfums pour Christian Dior, il a fait Durissimo notamment. C'est le fameux Edmond Rounitzka. Et ce parfumeur qui aimait beaucoup les parfums chyprés lui aussi, parce que c'était des parfums très difficiles à faire. C'est difficile à faire un beau chypre. Eh bien, ce parfumeur a passé toute sa vie à proclamer
que le travail du parfumeur était un art. Vous savez peut-être qu'en France, les parfumeurs ne sont pas reconnus par la Cour de cassation comme des artistes, encore aujourd'hui. En 2009, le ministère de la Culture m'avait demandé de faire une exposition sur l'art du parfum, et déjà là, on mettait en branle la reconnaissance officieuse du parfum comme un art. Et au ministère de la Culture, pendant cette exposition, 6 parfumeurs avaient été décorés des arts et lettres, notamment celui qui recompose pour mes conférences les parfums que je présente, et qui est un grand parfumeur qui s'appelle Dominique Ropion. Je vous présenterai tout à l'heure. Et donc, vous voyez, le parfum, même si le grand public considère que les parfumeurs sont des artistes, enfin, du moins les très bons et ceux qui peuvent faire des œuvres de création originale, eh bien, juridiquement, le parfum n'est pas encore reconnu comme un art, ce qui fait qu'il est très mal protégé et que les copies sont faciles à faire. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème très compliqué, mais on est quand même sur la voie d'une reconnaissance avec déjà ce premier événement qui avait été organisé par le ministère de la Culture. Alors, Edmond Hrunicka a passé sa vie à proclamer que le parfum était un art, et d'ailleurs, pour bien souligner ça, il disait qu'un parfumeur travaillait avec son imagination et avec son cerveau, et qu'un parfumeur qui perdrait l'odorat devait être capable de continuer à faire des parfums. Il voyait ça justement comme la preuve que la création de parfums était un art. Il citait l'exemple de Beethoven qui, une fois sourd, était capable d'écrire la 9e symphonie, vous voyez. Et donc c'est dans cette comparaison avec l'art du compositeur de musique qu'Edmond Hrunicka, justement, voulait montrer que le travail du parfumeur était véritablement un travail artistique. Alors Edmond Hrunicka m'a beaucoup marqué. Il en est d'autres qui ne sont pas de vrais parfumeurs, mais qui ont des idées de parfum, comme Serge Lutens, parce que Serge Lutens, au début des années 92, a voulu redonner au parfum tout son sens, en faisant des parfums qui avaient de très belles matières premières, des parfums qui s'ancraient dans une culture. Et il allait à l'encontre des parfums dits transparents, vous voyez. Ouais. Il faisait des parfums, justement, qui devaient s'ancrer dans une culture orientale, puisque l'Orient est à l'origine du parfum. Et lui aussi m'a beaucoup marqué, parce qu'il s'est donné à fond au parfum. Peut-être aussi pour marquer que le parfum, c'est un événement, c'est une chose culturelle. C'est une chose culturelle. Les parfums s'ancrent dans des cultures. Le parfum s'ancre d'autant plus dans une culture que le parfum est le reflet des aspirations, des désirs d'une époque. Au moment des grandes pestes, par exemple, les parfums qui sortaient étaient des parfums qui étaient faits pour combattre les épidémies. Au moment, lorsque la société de consommation est arrivée, on a vu apparaître des parfums qui étaient aussi le reflet de cette société de consommation, des parfums qui portaient le nom de dry clean, de garage, et même aujourd'hui, le parfum fuel de diesel est justement à l'image d'une société de consommation qui banalise le parfum. Et en effet, le parfum est à l'image des sociétés qui le produisent. Dans la société pharaonique, le parfum avait essentiellement un rôle sacré parce que les Égyptiens avaient véritablement le désir, leur vie étant très courte, d'avoir une vie après la mort. Et le parfum était essentiel dans les rituels de momification puisqu'il devait permettre aux défunts de ne pas pourrir, et grâce aux onctions d'encens, de myrrhe
et aux pratiques de momification qui consistaient à vider le défunt et à le remplir de myrrhe et de cannelle, le défunt devenait à son tour un parfumé, un dieu, et avait droit à une seconde vie après la mort. Donc vous voyez combien le parfum est lié aux désirs, aux soucis, aux aspirations des époques qui le génèrent, qui le produisent. En plus, vous m'avez dit que maintenant, les parfums les plus vendus, les plus désirés sont les parfums qui ont un côté, comment on dit, de protéger. Exactement. Aujourd'hui, dans nos sociétés très violentes et très difficiles, c'est apparu déjà dans les années 2000. Dans les années 2000, il y a eu une crise économique et sont apparus à ce moment-là les parfums gourmands, avec des odeurs de fruits rouges, parce que c'était des odeurs rassurantes que tout enfant a senties dans les confitures. Donc les femmes achetaient ces parfums pour se rassurer. En s'en mettant sur le corps avant de sortir de chez elles, elles étaient dans un petit cocon rassurant. Et aujourd'hui, justement, cette tendance au parfum protecteur, rassurant, se poursuit avec des parfumeurs de haute parfumerie. Je vous en ferai sentir deux à la fin de mon intervention. Ceux d'une parfumeuse d'origine italienne qui s'appelle Sandrine Giordanengo. Et si vous voulez voir son site, il s'appelle Sama, S-A-M-A. Et elle utilise de très beaux ingrédients naturels et elle fait des parfums pour apaiser, pour lutter contre le stress, pour procurer du bien-être. Ça, c'est un sujet très intéressant. C'est une tendance de fond, les parfums qui protègent, qui rassurent. Oui, c'est vrai. Et dans quelques instants, vous allez parler des fragrances qui peuvent soigner et qui ont soigné de l'Antiquité aujourd'hui. Et je voudrais dire aussi que dans ces dernières années, j'ai essayé ici en Italie de créer une culture pour communiquer les possibilités que les parfums ont de soigner, les possibilités thérapeutiques. Mais souvent, on me répond, j'ai bien compris qu'est-ce que vous voulez dire, vous parlez d'aromathérapie. En fait, il ne s'agit pas de cela. Et vous et moi en déjà parlé. Et s'il vous plaît, si vous pouvez expliquer la différence entre l'aromathérapie et les fragrances qui peuvent soigner. Alors, l'aromathérapie fait partie des parfums qui peuvent soigner. Mais tous les parfums que vous allez sentir, c'était des parfums que l'on sentait, que l'on mettait sur le corps et que l'on avalait. Il fallait être parfumé de l'intérieur pour faire écran aux mauvaises odeurs qui, dès l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, ont été pensées comme porteuses de maladies. Et donc, le parfum, dès l'Antiquité, a eu ce rôle de faire écran aux mauvaises odeurs et de protéger les humains de l'arrivée des mauvaises odeurs dans leur corps. Alors, comme je vous le disais, là je me répète, mais il fallait s'enduire le corps de parfum et même, alors en respirer bien sûr, et même en avaler pour être parfumé de l'intérieur et être véritablement exhaler le parfum, vous voyez, par tous les pores de la peau, par la bouche, par tous les orifices. Et cette conception du parfum, évidemment aujourd'hui, on ne pense plus que les mauvaises odeurs apportent les maladies. On a peur des particules fines quand on descend dans la rue, mais on n'a plus peur des mauvaises odeurs. Mais il faut bien se rappeler que pendant des siècles, les hommes et les femmes, quand ils sortaient dans la rue, leur premier réflexe, c'était de mettre sur leur nez un linge imbibé de parfum ou une pomme de senteur pour se protéger des mauvaises odeurs qui flottaient dans les rues, parce qu'ils craignaient de tomber malades. Quand vous parlez du parfum qui peuvent soigner actuellement, vous parlez du parfum qui peut soigner des maladies. Maladies, c'est une façon, mais ils sont maladies, c'est vrai.
comme l'anxiété, la dépression, parce que nous avons beaucoup de problèmes maintenant avec l'anxiété. Oui, avec l'anxiété. Et vous voyez justement le rôle protecteur, bienfaisant du parfum. Il y a une association qui a été créée il y a 5 ans à peu près, qui s'appelle Parfum des Anges. Et cette association, elle est soutenue par des centres scientifiques. Et elle travaille avec des parfumeurs français, italiens, anglais. Elle travaille avec l'École supérieure du parfum aussi. Et cette association, elle crée pour les enfants qui ont des cancers et qui sont condamnés. Elle crée pour chaque enfant un parfum qui lui plaît et auquel il va se raccrocher pour combattre la maladie. Donc vous voyez ce rôle protecteur, bienfaisant du parfum, il revient en force dans nos sociétés. Je vous en parlerai un peu plus tard, je vous montrerai l'image de cette association qui s'appelle Parfum des Anges. Alors évidemment, dans ces cas-là, le parfum n'arrive pas à soigner le cancer, mais au moins il prolonge la vie de l'enfant parce que l'enfant est moins stressé, il est moins anxieux grâce à ce parfum auquel il se raccroche. Et sa vie, il peut se préparer plus facilement à mourir. C'est terrible, évidemment, oui. Mais le parfum est quand même une aide pour ces enfants, une grande aide. Et d'ailleurs, là, je voulais vous le dire à la fin de mon intervention, mais je vous le dis maintenant, les laboratoires aujourd'hui font des parfums contre le cancer à partir de végétaux aromatiques comme le romarin, l'if, la pervenche de Madagascar. Donc vous voyez, il y a un retour en force des plantes aromatiques dans la pharmacopée. Ici en France, à Paris? Partout, partout. D'accord. Alors Annick, si vous voulez, nous pouvons On peut commencer. Mais oui, bien sûr. Alors je vais reprendre le petit appareil pour montrer après le Headspace. Alors, il faut cliquer là, comme ça. Cliquer pour aller... Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Voilà encore le Headspace dont il a été question. Alors, je vous disais que je vais me lever pour que les gens, dans le fond, peut-être puissent suivre plus facilement. Je vous disais que le parfum commence à retrouver aujourd'hui un rôle essentiel qu'il a eu dès l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, un rôle de protection, d'apporter du bien-être et même de soigner. Et je vous l'ai dit un peu rapidement, mais pourquoi est-ce que les parfums ont été accrédités de ces vertus bénéfiques et même thérapeutiques? C'est parce que dès l'Antiquité, les médecins, grecs surtout, considéraient que les mauvaises odeurs étaient porteuses de maladies et que pour contrecarrer ces mauvaises odeurs, il fallait se servir du parfum. Et comme les matières aromatiques qui composent les parfums sont très liées au soleil et aux dieux, les matières aromatiques ont été créditées très tôt d'un grand prix et de grandes vertus thérapeutiques. Vous vous rappelez que les rois mages ont offert à l'enfant Jésus non seulement de l'or, mais de l'encens et de la myrrhe. Donc l'encens et la myrrhe qui poussent dans des pays brûlés par le soleil étaient mis sur le même plan que l'or. Donc vous voyez, très tôt, le parfum a été considéré comme une matière précieuse qui avait de grandes vertus thérapeutiques. Et le premier parfum, la plus ancienne formule de parfum thérapeutique que l'on a, c'est celle du kifi, un parfum de l'Égypte pharaonique qui date de 16 siècles avant Jésus-Christ. Vous voyez ici un prêtre en train
en train de présenter au Dieu un parfum. Alors, c'était sans doute ce fameux kifi. Le kifi que vous allez sentir, c'était un parfum solide, mais là, il est sous une forme alcoolique pour que vous puissiez le sentir, parce que je ne peux pas le brûler dans la pièce. Alors, je vais demander à une jeune fille, s'il vous plaît, de le présenter sur des mouillettes et de le passer. Vous en faites quelques-unes pour chaque rang. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Voilà. Et donc, ce parfum, le kifi, je le trouve étonnant parce qu'il est extrêmement moderne. Alors, dans ce kifi, il y avait du souchet. Le souchet, c'est une plante qui ressemble, qui a un rhizome. Et c'est une plante qui ressemble au papyrus, qui a un gros rhizome. Et ce rhizome a une odeur de violette et de gingembre. Il y avait donc du souchet, des baies de genièvre, une épice, des raisins secs, d'où le côté sucré, de la résine de térébinthe. La térébinthe, ça vient d'un arbre qui ressemble au pistachier, du roseau odorant, du jonc odorant. Le jonc odorant a une odeur un peu de rose. Ce sont des produits très coûteux, un jonc odorant et roseau odorant, vous n'en trouvez plus dans les parfums aujourd'hui. Des fleurs de genêt, du vin d'oasis, du miel, du nard. Le nard, c'est une herbacée qui vient d'Inde. Vous n'en trouvez plus non plus dans les parfums aujourd'hui, c'est très rare d'en trouver. Et de la myrrhe. La myrrhe, c'est une gomme résine qui vient d'un arbre qui pousse au Yémen, en Somalie. Donc vous voyez ce parfum très coûteux à reconstituer. Un petit flacon comme ça coûte 1 000 €. Et moi, je le trouve personnellement très moderne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes des parfumeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Maria-Teresa? Je l'aime beaucoup. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les cyprès. Ça, oui. C'est différent, mais je l'aime beaucoup. Oui. C'est fraîche aussi. Pourquoi je sens de la menthe? De la menthe. La menthe. J'ai pas entendu. La menthe. Il n'y a pas de menthe. Non, il n'y a pas de menthe. Il y a du nard. Mais alors, vous voyez ce parfum. Les prêtres égyptiens l'offraient aux dieux en le brûlant, mais versé dans de l'alcool, c'est le cas ici, ils s'en servaient pour soigner les maladies intestinales, pulmonaires et hépatiques. C'est-à-dire que ce kifi, le malade le buvait pour soigner ces 3 maladies. Donc vous voyez, c'est la plus ancienne formule de parfum qui soigne. 16 siècles avant Jésus-Christ. Et donc, à partir de l'Antiquité, on trouve donc déjà des parfums qui soignent. Ils vont se développer au Moyen-Âge. Alors, c'est Dominique Ropion qui a recomposé tous les parfums que vous allez sentir. C'est un grand parfumeur qui travaille évidemment pour les grandes marques, mais il travaille aussi pour des maisons de niche comme Frédéric Malle. Il a fait beaucoup de parfums pour Frédéric Malle. Ah, ça va trop vite là. Ça va trop vite. Oh là, voilà. Alors à partir du Moyen-Âge, les religieux, dans leurs abbayes, leurs couvents, vont avoir des jardins dédiés uniquement à la culture des plantes aromatiques pour fabriquer des parfums. Parce qu'une des grandes fonctions des religieux, c'était de soigner les malades. Et vous voyez ici des religieux en train de cultiver leur jardin de plantes aromatiques. Alors, voilà, on va en arrière, excusez-moi, oui, je n'ai pas été dans le bon sens. Voilà. Et alors, grâce à un... J'étais trop vite, voilà. Grâce à un plan qui est le plan de l'abbaye de Saint-Gall, c'est une abbaye qui a été créée au IXe siècle. On sait quelles plantes les religieux, pour se faire des parfums, plantaient dans leur jardin. Alors là, vous allez avoir, parce que évidemment, ces plans, c'est assez complexe. Vous voyez tout en haut à gauche, là, tout en haut à gauche, c'était le jardin où les religieux cultivaient
les plantes. Juste en dessous, j'arrive pas à le faire marcher. Juste en dessous, c'était la pièce où ils préparaient leur parfum. Et encore en dessous, c'était la pièce où ils faisaient les purgations et les saignées. Au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait 3 façons de se soigner: le parfum, la saignée et les purgations. Alors vous voyez ici une partie du jardin de Saint-Gall et vous voyez les plantes qui étaient cultivées. La sauge ici. Le nom sauge vient du nom latin salvare, qui veut dire sauver. Et dans la pharmacopée orientale, la sauge se dit salma, qui procure le salut. Et la sauge, au Moyen-Âge, était utilisée pour confectionner des parfums pour traiter les malades, parce qu'elle était créditée de très grandes vertus thérapeutiques. Vous voyez également le romarin. Le romarin était considéré comme ayant de grandes vertus thérapeutiques. La menthe était utilisée pour lutter contre la fatigue. Le lys, on s'en servait pour soigner le rhume. La rose, on s'en servait de la rose comme un anti-inflammatoire. D'ailleurs, au Maroc, si vous allez au Maroc, vous trouverez de l'eau de rose qui est toujours utilisée comme un anti-inflammatoire. Vous trouvez aussi dans ces jardins de la rue. Alors la rue était considérée comme un antipoison et les moines en mettaient dans leurs boissons et dans leurs aliments pour éviter d'avoir des pulsions érotiques. Mais comme ils cultivaient aussi le fenugrec tout à fait en haut, c'est une légumineuse aromatique qui, elle, donne des penchants aphrodisiaques, on se demande comment ils arrivaient à se débrouiller de tout ça. Alors vous voyez, toutes ces plantes servaient à la composition de parfums pour apporter du bien-être, pour protéger des maladies et pour soigner certaines maladies. Alors je vais vous montrer quelques... Ah, ça va trop vite, excusez-moi. Il faut appuyer très peu fort, je crois. Hop. Alors, les moines, dans leur monastère, justement, s'installaient dans la seule pièce qui était chauffée, qu'on appelait le scriptorium, pour écrire sur les plantes aromatiques, pour transmettre justement les vertus prophylactiques, thérapeutiques des plantes. Et c'était la seule pièce chauffée, celle où travaillaient les moines, parce qu'il ne fallait pas que l'encre gèle et que les moines aient trop froid aux doigts pour écrire. Et j'arrive pas à bien faire passer les... Ah là. Ah ben là, ça passe plus, là. Qu'est-ce qu'il passe? Ah, ça passe plus. Est-ce que je peux essayer? Ah voilà, vous voyez des moines, merci. Oh, merci beaucoup. Vous voyez ici les moines en train de traduire les ouvrages des médecins grecs et arabes qui ont beaucoup parlé des vertus thérapeutiques des plantes aromatiques. On peut passer à l'autre. Oui. Merci beaucoup. Une autre? Voilà. Voilà. Alors je vais vous montrer quelques illustrations d'un ouvrage du XIIIe siècle qui a été fait en Sicile et qui s'appelle le Taquinum Sanitatis, les tables de la santé, où on parle justement des vertus thérapeutiques des plantes aromatiques médicinales. Vous voyez ici le marube. Le marube, justement, le marube servait à soigner les maux d'estomac. Ensuite, le lupin. Le lupin, c'est une plante qui avait une odeur un peu musquée, qui était utilisée comme vermifuge. Le lys, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'utilisait pour soigner les bronchites. L'aunay, c'est une plante avec des fleurs jaunes, très aromatiques, qui était utilisée pour soigner le cœur. Et le souchet, vous voyez ici le rhizome du souchet, ici, là. Oui.
Je vous en ai parlé tout à l'heure parce qu'il est présent dans le kifi. Le souchet était utilisé pour soigner la sciatique. On peut passer. Merci. Oh là là, pardon, c'est trop. Ah oui, ça va. Alors, je vous disais que les religieux, une de leurs grandes fonctions, c'était de soigner les malades. Et vous avez tous entendu parler d'une célèbre abbesse du XIIe siècle, Hildegarde de Bingen. Cette abbesse était allemande, elle était visionnaire, elle entretenait des relations épistolaires avec le pape, elle était aussi poétesse, musicienne, et c'est la première grande phytothérapeute. Elle connaissait très très bien les plantes, et dans son monastère, alors on la voit ici inspirée, c'est l'inspiration divine qui tombe sur elle. On peut passer à l'autre, merci. Dans son monastère de Ruppertsberg, en Allemagne, elle préparait des parfums thérapeutiques pour soigner les malades. Alors aujourd'hui, son monastère a été détruit par les Suédois. On peut passer, merci beaucoup. Mais Hildegarde de Bingen est toujours réédité. Vous pouvez trouver ses livres. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'est intéressée aux plantes qui soignent? Parce qu'elle était d'une santé très chancelante, elle avait une très mauvaise santé. Ce qui fait qu'elle s'est intéressée très tôt aux parfums qui pouvaient la soigner. Alors comme je vous le disais, les religieux ont beaucoup soigné les malades. Et en France, il y a un ordre qui est très célèbre, c'est l'ordre de Saint-Antoine. Ici, c'est la maison mère dans le Vercors. Et ces religieux soignaient, et on peut passer, merci beaucoup. Alors vous voyez, ça c'est Saint-Antoine. Et Saint-Antoine, on l'invoquait quand on avait une maladie de main, d'où les ex-voto de main en haut, lorsqu'on avait surtout le mal des ardents. C'était un mal qui brûlait, d'où les flammes au pied du sein. Et cette maladie, on la contractait en temps de disette, de famine, lorsqu'on absorbait du seigle avarié. Et ce seigle avarié produisait ce mal qu'on appelait le mal des ardents, qui provoquait de terribles démangeaisons, et les gens allaient jusqu'à se jeter par la fenêtre parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, les malades venaient à Saint-Antoine pour être soignés et éviter de se suicider tellement ils souffraient. Et cette maladie prenait souvent une forme gangréneuse et il fallait amputer. Alors là, les moines appelaient des chirurgiens, merci beaucoup, qui vous voyez avec des scies. Et si vous allez à Saint-Antoine dans le Vercors, vous pourrez voir les scies avec lesquels on sciait les membres. Alors avant de scier les membres des malades, on faisait sentir au malade et on lui faisait avaler de l'essence de mandragore. La mandragore, c'est une plante qui a été considérée comme magique et qui provoque des hallucinations, mais qui anesthésie aussi. Merci, mademoiselle. Alors, on faisait sentir ça au malade et ensuite, sur son membre amputé, on lui mettait un baume que vous allez sentir après et que l'on peut sentir à Saint-Antoine, le baume de Saint-Antoine, et dans lequel entrait du suif de porc, mais beaucoup de plantes médicinales, comme le plantain, qui a une action antivirale, le sureau, qui a une action antivirale, l'ortie, qui rétablit la circulation, qui agit sur la circulation. Donc, l'essence de mandragore. Vous n'en sentirez pas beaucoup de mandragore, pas souvent, parce que la culture est interdite maintenant. Hein. Donc on peut sentir, la culture est interdite, c'est difficile de pouvoir ressentir la mandragore. Hein. Ça provoquait des hallucinations. Enfin là, vous ne risquez pas de tomber dans un délire, parce que la dose est petite. Et alors, une fois le membre coupé, on mettait justement ce baume odorant, le baume de Saint-Antoine, c'est celui-là. Ah, il y en a, voilà.
Voilà, le baume de Saint-Antoine, dont je viens de vous parler, qui permettait la cicatrisation et qui atténuait les souffrances. Alors les religieux, bon, vous voyez, ils soignent les malades. Et vous avez en Italie un exemple très frappant de cette vertu, de cette fonction protectrice et curative du parfum. Vous avez la fameuse pharmacie parfumerie de Santa Maria Novella à Florence. Ah oui. J'imagine que vous la connaissez tous ici, hein. Elle est en Italie et cette merveilleuse pharmacie, ici c'était la pièce où les religieux préparaient les parfums thérapeutiques, cette merveilleuse pharmacie, parfumerie qui a été créée au XIIIe siècle par les dominicains avait la protection des Médicis. Et les Médicis étaient férus de parfums et donc les religieux étaient très aidés dans leur entreprise, ils recevaient de l'argent des Médicis. Et ils vendaient beaucoup de parfums, ils se sont beaucoup enrichis. Vous allez voir la suite. On voit, vous voyez, au XIXe siècle, l'opulence de cette parfumerie-pharmacie. Santa Maria Novella était un lieu où on allait acheter des parfums, bon, pour sentir bon, mais surtout pour lutter contre les maladies, se protéger des maladies. Et on allait aussi aux nouvelles, parce que c'était un lieu très fréquenté par les gens très puissants, très riches, et toutes les nouvelles concernant l'Europe et le monde circulaient à Santa Maria Novella. C'était comme dans la Rome antique, on allait dans cette pharmacie parfumerie, on disait aller au parfum dans la Rome antique, c'est-à-dire aller aux nouvelles, être au parfum. C'était ça. Donc on prenait des nouvelles et on achetait des parfums qui soignaient. Alors, deux compositions très importantes au Moyen-Âge qui servaient à soigner, c'est l'eau de la reine de Hongrie qui apparaît en 1370. C'est le premier parfum qui est fait avec une technique nouvelle, la distillation. Une technique que les Arabes connaissaient, mais ils faisaient la distillation à l'eau. Et à Salerne, en Italie, on va mettre au point la technique de la distillation à l'alcool, et à Montpellier aussi, en France, on va mettre au point la technique de la distillation à l'alcool. Alors l'eau de la reine de Hongrie que vous allez sentir, merci, elle est à base de fleurs de romarin. Et cette eau de la reine de Hongrie, on s'en mettait sur tout le corps pour se protéger des mauvaises odeurs, et on l'avalait. Et vous allez voir comme elle est agréable à porter, je trouve. On va en donner une à Maria-Thérèse. Alors, cette eau de la reine de Hongrie, quand elle est arrivée, elle a eu un succès considérable. Et selon la légende, elle aurait permis à la reine Élisabeth de Hongrie, au XIVe siècle, qui avait 72 ans, qui était malade et âgée, parce que 72 ans, à l'époque, c'était un âge extrême, de retrouver sa beauté, sa jeunesse, sa santé et d'être demandée en mariage par le roi de Pologne. Alors le succès de ce parfum a duré jusqu'au XVIIIe siècle. Et ce parfum que l'on buvait était capable, disait-on, de soigner à peu près toutes les maladies. J'ai parlé de Santa Maria Novella déjà. Oui, oui. J'ai pas fait sentir les parfums. Ah voilà. C'est ça. Voilà. Alors à Santa Maria Novella, on vendait aussi un parfum qui s'appelle le parfum au lys et qui était exporté jusqu'en Chine. Merci. Voilà. Un parfum aussi que l'on buvait et qui était censé soigner de très nombreuses maladies. Merci.
Et on vendait aussi à Santa Maria Novella, au Moyen-Âge, un parfum, enfin une eau, un vinaigre aromatique dont vous avez peut-être entendu parler, le vinaigre des 4 voleurs. Ce vinaigre des 4 voleurs, on en a la recette ici. Il était vendu à Santa Maria Novella. Il est à base de romarin, de camphre, de rue. Et selon ce qu'on en disait, il aurait permis à 4 voleurs qui s'en seraient enduits et qui en auraient bu de pénétrer dans les maisons où il y avait des pestiférés et donc qui seraient morts de la peste. Il aurait permis à ces voleurs de rentrer dans la maison des pestiférés, de piller les maisons sans attraper la peste. Et selon la légende, les voleurs ont été arrêtés et en échange de leur vie, on leur a dit « vous nous donnez la formule ». C'est pour ça qu'on a la formule. Vous nous donnez la formule et on vous laissera en vie. Mais la promesse n'a pas été tenue, ils ont quand même été exécutés. Alors vous voyez ici encore, on peut montrer une autre s'il vous plaît. Ah, encore. Alors un petit peu en arrière parce qu'il y avait la thériaque que l'on vendait. Encore un petit peu en arrière s'il vous plaît. Voilà, vous voyez on vendait aussi à Santa Maria Novella cette fameuse senteur contra pestam, contre la peste, c'était la thériaque. Elle était faite avec 120 ingrédients aromatiques et de la chair de vipère. On l'avalait là aussi et on s'en mettait sur tout le corps. On peut passer plus loin, merci. Encore. Voilà. Alors les princes, à partir du Moyen-Âge, vont avoir aussi autour de leur château des plantes aromatiques médicinales pour se faire des parfums, pour se protéger des maladies. Alors on passe, merci. On passe. Hop, là, hop, hop, ça va vite. Un peu, voilà. Ici. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Encore un peu. Encore. Ah. Voilà. Je voulais vous montrer une scène de jardin. Vous allez voir combien les jardins étaient fleuris. C'était pas pour faire joli, c'était pour avoir sous la main des plantes aromatiques. On peut aller plus loin, s'il vous plaît, Maria Teresa. Encore une. Voilà, encore une, encore une, encore une, encore une. Voilà. Vous voyez combien les jardins étaient fleuris au Moyen-Âge. Il fallait avoir à proximité, sous la main, des roses, des lys, de l'hysope, de la lavande, pour pouvoir se faire des parfums, pour se protéger des mauvaises odeurs et des maladies. On va aller un peu plus loin, là. Alors, on se protégeait aussi des mauvaises odeurs. On peut passer, merci beaucoup. Voilà, grâce à ces objets que vous connaissez peut-être, les pommes de senteur. Les pommes de senteur, évidemment, n'étaient réservées qu'à l'élite de la société, parce que vous voyez cet objet, il est en or, recouvert de pierres précieuses, et à l'intérieur, on pouvait mettre un parfum solide, à base, justement, je vais vous en faire sentir un. C'est une recette du XIVe siècle. Recette du XIVe siècle. Ah, le vinaigre des 4 voleurs, on ne l'a pas senti. On l'a zappé. Mais vous l'avez, la pomme de senteur? Attendez. Pomme de senteur. La voilà, merci. C'est une recette du XIVe siècle. Il y a dedans de l'ambre, du musc, de l'aloès, du camphre, du santal, de la muscade, de l'encens, de la myrrhe, de la marjolaine et de la menthe. Comme vous le noterez, il y a du musc et de l'ambre. Ce sont des produits animaux que vous ne sentez plus dans les parfums aujourd'hui. On n'a plus le droit d'apporter le musc. Le musc, ça provient d'un animal qui vit dans l'Himalaya, parce qu'il faut tuer le chevrotin porte-musc. Donc le musc n'est plus présent dans les parfums aujourd'hui. Les grands Guerlain contenaient du musc. Leur bleu de Guerlain était bourré de musc. Aujourd'hui, c'est du musc de synthèse, ça n'a rien à voir. L'ambre, c'est une sécrétion qui vient du cachalot et on n'en met plus non plus dans les parfums. Le numéro 5 de Chanel contenait de l'ambre. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Voyez ? Donc là, vous sentez, là, il y a véritablement du musc et de l'ambre naturel.
Alors vous voyez ces pommes de senteur, quand un aristocrate, un prince descendait dans la rue, il portait à son nez cette boule pour se protéger des mauvaises odeurs. La suivante. Merci. Vous voyez là d'autres pommes de senteur qui se divisent en quartiers. On peut mettre dans chaque quartier un parfum différent. Encore un autre, s'il vous plaît. Vous avez encore une pomme de senteur en forme de bateau qui contenait à l'intérieur une composition aromatique protectrice. On va encore en voir une autre. Vous voyez, ce prince, ce seigneur, il porte à la main sa pomme de senteur. Et il peut la sentir quand il le veut. On se protégeait aussi au Moyen-Âge des mauvaises odeurs par des parfums qu'on appelait les oiselets de Chypre et qui étaient faits, c'était des oiseaux en pâte parfumée que l'on mettait dans des cages d'or ou d'argent et on les allumait, ils se brûlaient comme des bougies en exhalant des odeurs très agréables qui étaient faites pour contrecarrer les mauvaises odeurs. Alors, vous voulez sentir un oiselet de Chypre? Il y a dedans de la mousse de chêne, du cyprès, de l'iris de Florence, du storax, de l'amande et du musc. L'oiselet de Chypre. L'oiselet de Chypre. Non. Oiselet de Chypre. Oui, c'est ça. Voilà. Oiselet de Chypre. On peut le faire sortir. Merci beaucoup. Je répète, mousse de chêne, cyprès, iris de Florence, storax, amande, musc. Alors le parfum, non seulement à ces époques-là, a des fonctions protectrices, bien-être, de soins, mais il sert aussi à laver. Parce qu'avec l'arrivée de la grande peste de 1348, qui décime le quart de la population en Europe, les médecins vont commencer à dire aux gens de ne plus se laver avec l'eau chaude, parce qu'ils pensent que l'eau chaude ouvre les pores de la peau et les mauvaises odeurs peuvent s'engouffrer dans le corps. Et donc, les gens qui en ont les moyens, c'est-à-dire les nobles et les grands seigneurs, vont se laver avec des parfums. Il nous reste combien de temps là? À 4 heures. Combien? 20 minutes. 23 minutes? 20 minutes. 20 minutes. Oui. Alors on va passer là. Vous voyez cette pomme de... Vous voyez ici, c'était justement... Alors, avant 1348, il y avait des bains publics qu'on appelait étuves. Et vous voyez ici, encore au Moyen-Âge, un bain public. Vous voyez un homme et une femme en train de se laver. On y déjeunait, on y prenait des repas, et même, on peut passer à l'image suivante, s'il vous plaît, et même, il y avait d'autres services que l'hygiène, hein, comme vous pouvez le voir. C'était des lieux aussi de débauche, ce qui fait que les médecins ont été appuyés dans leur demande de fermeture de ces bains par les religieux qui voulaient qu'on ferme ces bains. Et en France, les derniers bains publics à être fermés, les dernières étuves, c'est en 1556. Et donc, à partir de l'arrivée de cette grande peste et de la fermeture des bains publics, le parfum va avoir, en plus de toutes ses autres fonctions, une vertu de toilette. Alors, à la Renaissance, je vais vous faire sentir un parfum très agréable qui a été fait aussi pour soigner et qui est fait aussi avec des plantes aromatiques et un nouveau produit qui a été découvert grâce aux grandes expéditions de Christophe Colomb, de Vasco de Gama, de Magellan, parce que ces grands navigateurs découvrent de nouveaux produits aromatiques qui vont entrer dans le parfum. Et dans cette eau fine et très odoriférante, qui est très appréciée à la Renaissance, il y a une plante. On va aller un peu plus loin, je me dépêche un peu. Voilà, il y a une plante, voilà, le benjoin. Et vous allez sentir ce benjoin dans ce parfum
qu'on appelle l'eau fine et très odoriférante, qui était très portée à la Renaissance. Et le bain-joint a une odeur de vanille un peu. Alors, à la Renaissance, étant donné, pour renforcer les pouvoirs protecteurs et curatifs du parfum, on ajoute à certains parfums des produits qui peuvent sembler étonnants, comme de la poudre de perle et même de la poudre de licorne, pour renforcer les pouvoirs. Alors la licorne, on sait aujourd'hui que c'est un animal mythique, mais la licorne était censée avoir une grande corne. Or, en fait, ce qu'on ajoutait dans ces préparations aromatiques, c'était la corne d'un animal marin qu'on appelle le nerval. Et c'était fait pour, comme on dit aujourd'hui, booster les vertus des produits naturels. Vous voyez ici encore des images de licorne. On en faisait même des gobelets pour lutter contre les poisons. Alors ça, ce parfum que vous sentez, il était très apprécié à la Renaissance. Au XVIIe siècle, on va passer là, au XVIIe siècle, dans ces jardins qui sont uniquement voués à la représentation sociale. Les plantes aromatiques, médicinales, on ne les voit pas beaucoup. Louis XIV faisait venir ces plantes médicinales de son château, de son jardin, du jardin des plantes à Paris, on peut passer, merci, qui avait été créé par Louis XIII. Et ce jardin, justement, qui était bourré de plantes médicinales, fournissait les plantes nécessaires à la confection des parfums qui étaient utilisés à Versailles pour lutter contre les maladies. Louis XIV lui-même, et ça les livres d'histoire n'en parlent pas, aimait se fabriquer des parfums thérapeutiques qui sentaient, paraît-il, très mauvais. Heureusement, il avait à sa disposition d'autres parfums thérapeutiques, comme l'eau impériale, et vous sentirez dans cette eau impériale, si cette jeune fille a la gentillesse de le passer, vous sentirez justement les produits qui étaient aimés au XVIIe siècle dans les parfums, les odeurs justement très animales, de musc, d'ambre, et l'encens aussi était très apprécié au XVIIe siècle. Excusez-moi. Alors, c'est super. C'est bon, hein? Ouais. Alors, à cette époque, pour désinfecter, assainir les maisons où étaient morts les pestiférés, il y avait des parfumeurs de peste. Vous voyez la fonction thérapeutique du parfum, hein? Il y avait des parfumeurs spécialisés dans l'assainissement des maisons où étaient morts les pestiférés et qui désinfectaient les humains aussi et les animaux avec des parfums plus ou moins forts. Il y avait le parfum violent, le parfum médiocre, le parfum doux. Et ces parfumeurs de peste, justement, avaient une fonction très importante avec leurs parfums. Et ils ajoutaient justement, pour renforcer les pouvoirs des parfums naturels, ils renforçaient leurs parfums avec des substances très violentes comme le soufre, la poix, la poudre à canon, ce qui fait qu'il y avait quelquefois des morts parce que les gens s'asphyxiaient. Alors, attendez, ça, on ne va pas le rater. Vous voyez aussi la fonction protectrice du parfum dans ce costume protecteur de médecin. Vous voyez que les médecins qui s'occupaient des pestiférés avaient des gants parfumés qui avaient été mis à la mode par une Italienne, une Florentine, Marie de Médicis, et ils avaient des masques avec un long bec rempli de substances aromatiques pour se protéger des odeurs des pestiférés. Voilà. Alors, je vous disais que Louis XIV pouvait se procurer l'eau impériale, que vous avez sentie, hein, vous l'avez senti, l'eau impériale.
Mais il avait tellement senti de parfum, Louis XIV, qu'à la fin, il était devenu allergique au parfum et il ne pouvait plus supporter que l'eau de fleurs d'oranger. Et l'orange va arriver dans un parfum très célèbre qui apparaît à la fin du XVIIe siècle et qui est toujours célèbre aujourd'hui, c'est l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, elle apparaît à la fin du XVIIe siècle et elle a eu une carrière considérable. Oui, il dit ici, vous pouvez vous assiser. D'accord. Je oui, passe d'accord. pour la caméra. Voilà. Vous voyez, alors l'eau de Cologne, ou je vais le mettre sur le côté peut-être. L'eau de Cologne, elle apparaît à la fin du XVIIe siècle. On peut passer plus loin, merci. Ah, on va passer, là, on va passer. On passe. On passe. Voilà. Et c'est un Italien qui l'a en fait promu. C'est un certain Jean-Paul Féminis. Jean-Paul Féminis était italien. Il habitait Cologne en Allemagne et un jour, il arrive à Santa Maria Novella. Il découvre une eau aux agrumes, aux hespéridés. Par des moyens plus ou moins avouables, il arrive à voir la formule et de retour chez lui à Cologne, il la met en vente sous le nom Aqua Admirabilis des Colognais. Et cette eau admirable de Cologne, elle a donc eu une aventure formidable puisqu'aujourd'hui, les parfumeurs continuent à faire des eaux de Cologne et elle va continuer sa belle aventure avec un héritier lointain de Jean-Paul Féminis, à qui il avait laissé la formule, un certain Jean-Marie Farina. Alors, on peut continuer. Alors, donc, l'eau de Cologne a eu un succès considérable et Napoléon était un grand consommateur d'eau de Cologne. Il en utilisait, paraît-il, 120 litres par mois. Parce que non seulement il se lavait à l'eau de Cologne, il en buvait sur les champs de bataille, il trempait des sucres dans son eau de Cologne. Donc c'était un très grand consommateur d'eau de Cologne. Et Napoléon, justement, a permis à la parfumerie et à la pharmacie de se séparer en 1810 par un décret qui imposait aux parfumeurs qui mettaient sur le marché des eaux parfumées, soi-disant thérapeutiques, il imposait aux parfumeurs de montrer la formule à une commission qui s'appelait la commission des remèdes secrets. Et cette commission devait justement bien vérifier s'il y avait des plantes médicinales qui avaient de véritables vertus thérapeutiques. Alors beaucoup de parfumeurs ont préféré ne plus dire que leur parfum avait des vertus thérapeutiques parce qu'ils craignaient qu'en montrant leur formule à la commission des remèdes secrets, ils craignaient d'être copiés. Mais Jean-Marie Farina, qui avait la clientèle de Napoléon et de toute la famille de Napoléon, se fichait d'être copié parce qu'il était très protégé. Et vous allez voir que sur les affiches d'eau de Cologne, on peut lire, c'est en français, alors évidemment, c'est pas très facile pour tout le monde, mais on peut lire que les médecins recommandent l'eau de Cologne comme un excellent médicament. On peut passer l'autre image. Vous voyez ici, c'est indiqué là. Vous voyez, la commission des remèdes secrets confirme les vertus de cette eau. Donc l'eau de Cologne a été considérée comme une véritable panacée censée soigner énormément de maladies. Alors avec justement ce fameux décret de 1810, la pharmacie et la parfumerie vont commencer à se séparer et cette séparation va s'achever avec l'arrivée des molécules de synthèse, avec l'arrivée de la chimie dans la parfumerie, parce que les produits naturels vont être remplacés par des molécules de synthèse et les parfums vont cesser de se dire thérapeutiques. Mais,
Comme je vous le disais, il y a aujourd'hui une nouvelle tendance à faire retrouver au parfum sa fonction thérapeutique. Les huiles essentielles entrent dans les hôpitaux pour permettre, notamment dans les services de soins palliatifs, dans les services d'oncologie où on soigne les cancéreux, pour permettre de soigner le stress, l'anxiété, permettre aux malades de retrouver le sommeil, l'appétit. Donc, les huiles essentielles reviennent dans les hôpitaux. J'ai l'impression de connaître un monsieur qui est là. Et donc, les huiles essentielles reviennent dans les hôpitaux. À Garches, on se sert des parfums. On se sert des parfums pour permettre aux gens qui ont été dans le coma, aux gens qui ont été dans le coma et qui ont perdu l'usage des mots. On leur fait respirer des odeurs et les odeurs provoquent des chocs olfactifs et ils retrouvent le mot. Vous voyez, ça c'est une application thérapeutique du parfum. Comme je vous le disais encore, parce que là il faut aller un peu vite, je coupe un peu. Comme je vous le disais encore, on va montrer cette image. Vous voyez ici le parfumeur aujourd'hui, il travaille essentiellement avec des produits de synthèse. On peut aller un peu plus loin, merci. Vous voyez cette association Parfum des Anges dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, elle crée pour chaque enfant malade d'un cancer incurable un parfum individuel auquel il se raccroche. Et cette association, elle est soutenue par le Centre scientifique en oncologie pédiatrique de l'État bélarus. Et je vous le disais tout à l'heure, les plantes aromatiques, pervenche de Madagascar, romarin, if, sont utilisées pour soigner le cancer. Mieux encore, à Cochin, à Paris, on se sert des parfums pendant les opérations sous hypnose pour justement diminuer les doses d'anesthésiants données aux patients. Alors tout cela montre bien le retour de cette grande fonction oubliée du parfum, sa fonction de protection, de bien-être et même de soins. Je vous remercie de votre attention. Merci Annick, merci à vous tous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Leguerin? Giuseppe Squillace all'Università della Calabria. Io volevo ringraziare la professoressa per l'interessante relazione. Ovviamente ho letto i suoi libri, li conosco benissimo. E più che una domanda è un'osservazione, un'aggiunta, nel senso che l'uso degli aromi contro le malattie è una cosa molto 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 antica. Se si pensa che Ippocrate nel 430 si recò ad Atene e pensò di debellare la peste bruciando degli aromi. Così come anche la distinzione tra cosmetica o profumeria e farmacologia è una cosa anche questa piuttosto antica. I due rami non sempre si distinguono, nel senso che nel Corpus Hippocraticum troviamo, ma anche ad esempio nel Medico Dioscoride, troviamo delle ricette che in realtà sono dei profumi. Ad esempio il profumo di rosa che veniva usato per curare le otiti. Era soltanto un'aggiunta, non è una domanda. In ogni caso grazie dell'interessantissima relazione. Je vous remercie, monsieur. En effet, Hippocrate, au VIe siècle avant Jésus-Christ, a utilisé le parfum brûlé sur des bois odorants pour lutter contre l'épidémie qui sévissait à Athènes. Et comme vous le soulignez, parfum et médecine sont intimement liés dès l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à ce décret de Napoléon et jusqu'à l'arrivée de la chimie dans la seconde moitié du XIXe.
Ha detto che in effetti è un binomio quello Inscindibile, molto, fino molto vicino. a quando Napoleone con i Assolutamente. suoi decreti ha stabilito sì. che questi dovessero essere scissi. Sì. E in effetti dice che anche Ippocrate appunto aveva messo a punto questa ricetta, questo rimedio per sconfiggere la Per peste. cercare che di c'era sconfiggere, stata, perché poi non ci riesce. In effetti c'era stata ad Atene. J'ai pas compris. Et j'ai traduit d'accord, qu'est-ce que d'accord. vous avez dit. Merci. D'accord. Grazie a tutti e buon pomeriggio.